Santé Magafrique. Dans les villages et les villes, ça résonne. Un micro ouvert sous le soleil qui tonne. Santé Magafrique, des voix qui éclairent, des conseils précieux, un savoir qu'on partage en l'air. Rendez-vous avec Samar Hamadi sur les ondes d'Ifriqiya FM. Chers auditeurs, bonjour, bienvenue dans votre émission Santé Magafrique, votre rendez-vous hebdomadaire dédié aux grandes questions de santé sur notre continent. Aujourd'hui, nous vous emmenons au cœur d'un événement scientifique majeur en Afrique et en Algérie. Le 28e congrès national de la Société algérienne de pneumophysiologie qui s'est tenu du 16 au 18 avril 2026 à Alger, capitale algérienne. Un rendez-vous incontournable qui a réuni experts, cliniciens et chercheurs autour d'un thème central et particulièrement actuel pour une prise en charge holistique des maladies respiratoires. Asthme, BPCO, tuberculose, maladies interstitielles, autant de pathologies qui représentent aujourd'hui un véritable défi de santé publique, avec des approches thérapeutiques en pleine évolution, notamment grâce aux biothérapies et à une meilleure compréhension des mécanismes inflammatoires. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir une invitée de marque, professeure Talirt Mahi Samia, présidente de la Société algérienne de pneumophysiologie. Professeur, bonjour. Bonjour, madame. Merci d'être là. Merci de répondre présente. Merci, professeur. Professeur, ce 28e congrès national de la SAP organisé autour d'un thème particulièrement fort, on vient de le dire, celui d'une prise en charge holistique des maladies respiratoires. Aujourd'hui, on sait que ces pathologies ne peuvent plus être abordées uniquement sous l'angle clinique ou biologique, mais qu'elles impliquent aussi des dimensions sociales, environnementales et même psychologiques. Professeur, dans ce contexte, pourquoi était-il devenu essentiel, selon vous, aussi, de faire évoluer la pneumologie vers cette approche globale centrée sur le patient ? Tout d'abord, je dois dire que la pneumophysiologie s'est toujours intéressée aux patients. On a toujours placé le patient au centre de nos activités et le meilleur modèle que nous avons eu, c'est celui de la tuberculose. C'est vrai. Puisque, comme vous le savez, le programme national antituberculeux a été instauré dès le lendemain de l'indépendance et le souci numéro 1, c'était de dépister les patients, de les traiter et de les traiter jusqu'à la guérison, malgré les difficultés de l'époque, mais en fait, il y a eu beaucoup d'améliorations. Donc, cette volonté d'aller vers, d'avoir choisi cette thématique était de montrer que dans le cadre de la pneumophysiologie, nous nous intéressons pas seulement à l'organe respiratoire ou au poumon, mais nous nous intéressons aux patients. Parce que beaucoup de nos pathologies, c'est très important, parce que beaucoup de nos pathologies, en fait, sont accompagnées d'autres comorbidités, c'est-à-dire d'autres maladies. Et ce qu'il y a d'intéressant, ou ce qui est maintenant retrouvé, c'est que dans des pathologies comme la BPCO, ou bien la pathologie interstitielle, il y a des comorbidités qui se manifestent et qui auraient probablement, qui ont un impact sur la maladie et sur le plan de la, disons, du mécanisme, il y aurait probablement un lien. Donc c'est important de prendre le patient dans sa globalité, c'est-à-dire que c'est pas pour dire que le pneumophysiologue va s'occuper à la fois du cœur, de la dépression, etc. Mais le pneumophysiologue est capable d'identifier toutes les comorbidités. Il est capable, c'est pour qu'il soit aussi, que nous puissions travailler en réseau avec nos collègues des autres spécialités, que ce soit les cardiologues, que ce soit les internistes, que ce soit les psychiatres également. C'est toute une chaîne. Toute une chaîne de soins. Et n'oublions pas que dans cette chaîne de soins, il y a le médecin généraliste qui constitue la base du système de santé. C'est lui qui oriente en premier. Ce congrès, professeur, a rassemblé un grand nombre d'acteurs du domaine, des praticiens aux chercheurs, en passant par les jeunes médecins, dans un contexte où les connaissances évoluent rapidement et où les pratiques doivent constamment s'adapter. Donc, en quoi ces rencontres scientifiques permettent-elles, selon vous, professeur, réellement d'améliorer la qualité des soins et d'avoir un impact concret sur la prise en charge des patients sur le terrain? J'imagine que vous avez déjà un peu répondu, mais...
Je dois dire que tout d'abord, en fait, l'impact, il est très important. Parce que je dois d'abord signaler que du point de vue des pneumophthysiologues, étaient présents ceux du secteur public, c'est-à-dire santé publique et hospitalo-universitaire, mais également du secteur libéral, puisque tous ont participé d'une manière ou d'une autre, en assistant, en animant des ateliers, en participant également aux plénières ou des communications libres. Ensuite, il y a eu également des médecins généralistes. Nous avons même eu le plaisir de recevoir des jeunes étudiants en médecine, en biologie, qui ont assisté, mais surtout également des étudiants, c'est oui, vrai. ils étaient très intéressés. Il n'y en a pas eu beaucoup, mais on a eu des étudiants. Et également, ce qui a caractérisé ce congrès, c'est que nous avons eu le plaisir de recevoir des collègues de la faculté de biologie de Babzouar, le professeur Chérifi, qui a contribué en parlant de la thrombose au cours des maladies respiratoires et en particulier l'asthme, mais également dans la session prévention, le professeur Grimès, qui est de l'ESMAL, et qui a parlé également de la pollution sous ses différents aspects. Donc vous voyez, c'était à la fois un congrès multidisciplinaire et transdisciplinaire. Et puisque en matière de multidisciplinarité, nous avons eu le plaisir de recevoir des collègues cardiologues, internistes, psychiatres, même de réhabilitation respiratoire, puisque nous avons abordé cette problématique. Donc il était et ce congrès, en fait, il permet non seulement, vous avez dit, les connaissances maintenant évoluent très vite, les jeunes vont sur les moteurs de recherche et peuvent faire des synthèses rapides, mais si vous voulez, entre guillemets, la bonne parole, c'est au cours de ces réunions qu'ils peuvent, disons, on peut s'affronter de façon amicale, nos idées, nos concepts, et à ce moment-là, retenir ce qui doit être fait. Deuxièmement, ça permet également de tisser des liens. C'est très important. C'est très important parce que vous imaginez quand des gens viennent d'une région du pays mais ne se connaissent pas, et c'est au moment du congrès où ils se connaissent. Donc ça, c'est très très important pour nous, et c'est notre souci. Ce qui montre encore que c'est une chaîne, que ça ne concerne pas qu'une seule spécialité. Pendant longtemps, professeur, la médecine a fonctionné de manière très segmentée, en traitant chaque organe de manière isolée. Justement, aujourd'hui, on parle de plus en plus d'une médecine intégrée et personnalisée. Donc, ce que vous dites, et c'est, si j'ai bien compris, c'est que ce congrès marque, selon vous, une transition claire vers cette nouvelle manière de penser la pneumologie en Algérie. Oui, c'est ça. Oui. C'est une manière claire de dire que la pneumophthysiologie en Algérie a toujours été ouverte vers la multidisciplinarité, mais elle l'a affirmé cette fois-ci. Encore plus. C'est vrai. À travers les différentes communications et sessions scientifiques, donc plusieurs thématiques ont été abordées, allant des innovations thérapeutiques aux stratégies de prévention. Maintenant, professeur, quels ont été selon vous, surtout les moments forts, parce nous avions parlé, moi et vous, aux coulisses, donc il y avait des moments forts de ce congrès. J'aimerais que vous nous les dites, et surtout les messages clés que doivent retenir aujourd'hui les professionnels de santé. Les messages sont nombreux, les moments forts sont nombreux, parce que il y a eu les sessions dédiées à l'asthme et à la BPCO, où nous avons abordé, par exemple, pour l'asthme, la notion de rémission, qui n'est pas la guérison encore, puisque avant l'asthme, on parlait essentiellement de contrôle. Maintenant, on va vers la notion de rémission, mais qui n'est pas la guérison. Nous avons également abordé l'asthme à travers chez la femme, chez le sujet âgé, chez l'adolescent en transition également. La BPCO a été abordée sous toutes ses facettes, puisque nous avons abordé le risque cardio-pulmonaire, l'hypertension pulmonaire, l'inflammation égale TH2, le risque de thrombose également, mais également la réhabilitation respiratoire, qui est très importante. D'ailleurs, la réhabilitation respiratoire a eu 2 moments forts. Il y a eu une conférence sur la réhabilitation, mais également un atelier qui a réuni justement les concernés pour dire comment on doit organiser cette réhabilitation. Et au cours de la session BPCO également, nous avons fait part d'une innovation, on va dire, puisque il y a une application qui a été mise au point par le professeur Hemmer sur le diagnostic de la BPCO en dehors de la crise et pendant la crise. C'est une première pour nous parce que... Et c'est très intelligent parce que les gens se penchent maintenant vers la technologie. Voilà, donc c'est une application qui pourra être utilisée en allant sur le site de la SAPP. Elle va tout de suite facile à utiliser pour les spécialistes, mais disons c'est une aide déjà. Ensuite, pour la pathologie interstitielle diffuse, évidemment, nous avons abordé la problématique de qu'est-ce que peut apporter
apporté la physiopathologie dans le cadre des PID. Nous avons abordé le problème des discussions multidisciplinaires qui doivent être organisées, disons réglementées, et également cette nécessité de définir ce qu'est un expert, mais de façon générale et de façon globale. C'est valable pour toutes les pathologies. Nous avons également abordé la classification des PID, justement parce qu'il y a une nouvelle classification en 2025. Donc, il y a eu une analyse pour voir qu'est-ce que ça a apporté de nouveau. En matière de cancer, il y a eu une communication très importante qui a été sur les enjeux du dépistage du cancer bronchique. Parce qu'actuellement, on sait qu'on peut et on doit dépister le cancer chez certaines catégories de patients, et notamment les gros fumeurs, par des scanners low dose. Donc, c'est très important. Il faut que nos pays africains s'inscrivent dans cette logique. Il y a eu aussi un moment important qui a été d'aborder la polypathologie, parce que, vous savez, nos patients sont diabétiques, insuffisants rénaux, cardiaques, etc. Donc, comment organiser justement, comment voir cette prise en charge. Et puis, pour l'urgence, nous avons eu une discussion très intéressante à propos du pneumothorax. Il y a eu une présentation sur ce qui s'est passé en Algérie, sur nos pratiques, et également la contribution d'un collègue mauritanien qui nous a apporté l'expérience dans l'hôpital de Nouakchott sur la prise en charge du pneumothorax. Et il y a eu une discussion très intéressante et des échanges très intéressants entre nous. Nous avons également abordé la problématique de la chirurgie dans le ganglion tuberculeux. Est-ce que vous avez l'intention de faire participer plus de pays prochainement? Oui, bien sûr. Ça, c'est important. Moi, quand vous parlez, professeur, j'ai l'impression que c'était très important, que c'était comme un bilan, un petit retour sur tout ce qui a été fait, et puis on ressort avec les résultats sur qu'est-ce qui reste à faire. Qu'est-ce qui reste à faire, Qu'est-ce qui reste à faire dans le futur. Est-ce que ce congrès, selon vous, reflète une montée en puissance de cette spécialité en Algérie, et comment situez-vous aujourd'hui la pneumologie algérienne à l'échelle régionale et africaine? Eh bien, la pneumophthysiologie, je dirais, la pneumophthysiologie algérienne a toujours eu une place en Afrique. La pneumophthysiologie a toujours eu une place en Algérie. D'ailleurs, je vous interromps, professeur. Pour nos auditeurs, est-ce que c'est possible de nous faire rapidement la différence entre pneumologie et pneumophthysiologie? La pneumophthysiologie, ce sont les spécialistes qui s'occupent des maladies de l'appareil respiratoire et de la tuberculose. Très bien. Voilà, ce sont les référents en matière de tuberculose et en matière de pneumologie. Et nous gardons cette appellation parce que c'est un point important pour nous, c'est une expérience très très importante pour nous. Et dans nos pratiques, en fait, en Algérie déjà, il est important de noter que évidemment la tuberculose, c'est une maladie évidemment qui a été, elle n'est plus ce qu'elle était en Algérie, puisque ça a baissé, etc. On a toute une histoire, mais vous savez, dans le cadre de ces maladies infectieuses, il faut toujours rester vigilant, jamais baisser la garde, jamais. Maintenant, en matière de pneumophthysiologie à l'échelle africaine, la pneumophthysiologie algérienne a été, disons, nous avons toujours travaillé avec nos collègues africains. Je dois rappeler que le premier congrès de la région, de l'Union africaine, de l'Union internationale contre la tuberculose et les maladies respiratoires, région Afrique, s'est déroulé en 2004 en Algérie. Ça a été, lors du congrès de la pneumophthysiologie, de la SAPP. Donc ça a été un moment fort. Il y a eu également les cours OMS qui se déroulaient en Algérie, qui ont été à l'arrêt, mais j'espère qu'ils vont reprendre. Je sais qu'il y a des cours également africains en matière de diagnostic microbiologique de la tuberculose. Et il y a également des démarches qui font que nous travaillons avec nos collègues d'Afrique et nous échangeons. Nous sommes actuellement dans un système d'échange parce que même nos collègues toujours dans nos pays, il s'agit d'adapter ce que disent les recommandations internationales au contexte local, sans diminuer la qualité. Je dis bien sans diminuer la qualité. C'est-à-dire que si un traitement est nécessaire pour une pathologie, il sera donné. Maintenant, on va pas mettre un traitement moindre parce qu'on a moins de ressources. Non, nous travaillons justement dans ce sens-là. Et les techniques de diagnostic ont beaucoup évolué en matière d'endoscopie, en matière d'exploration fonctionnelle, etc. Les thérapeutiques également ont évolué puisque il y a maintenant tout ce qui est du domaine des biotechnologies, des médicaments les médicaments innovants qui sont en train d'arriver sur le marché, etc. Il faut savoir que nous faisons partie, que nous sommes le premier pays en Afrique où on produit on produit plus de 80% de nos médicaments déjà. Exactement. Donc ça va, on est sur la bonne voie. Professeur, on passe vers un axe
différents pour parler de l'asthme et la BPCO. Vous les aviez évoquées. Elles ont longtemps été considérées comme deux maladies bien distinctes, avec des profils de patients, des causes et des évolutions différentes. Mais aujourd'hui, la recherche parle de plus en plus d'un continuum de maladies obstructives. Pouvez-vous nous expliquer ce changement de perception et ce qu'il implique concrètement pour les cliniciens? Alors, ce que je dois dire d'abord pour les deux pathologies, on voyait vous savez, les mécanismes, c'est-à-dire les désordres qui avaient lieu au cours de l'asthme et des BPCO, on avait comme une photo, vous voyez, comme la photo qui est sur le mur, une photo grossière. Actuellement, grâce aux avancées technologiques, nous allons dans la cellule et dans les molécules et dans les médiateurs, etc. Les mécanismes des deux pathologies, tout ce qui se passe même à l'échelle moléculaire, maintenant est en train d'être démembré. C'est-à-dire, on sait ce qui se passe. Puisqu'on sait on a maintenant identifié cette inflammation TH2. Pourquoi TH2? Parce que quand il y a des cellules qui sont, disons, mises en fonction, il y a des médiateurs qui sont libérés, il y a des produits qui sont libérés, qui sont des cytokines. Donc, évidemment, il y a des médicaments spécifiques qui sont développés contre ces médiateurs. Maintenant, ce que vous avez évoqué concernant le concept commun, c'est un concept qui est en train d'évoluer, mais nous n'avons pas encore, il n'est pas tout à fait encore adopté. Mais on sait que c'est vrai que lors d'une rencontre internationale en septembre, qui était le Congrès européen, ce concept avait fait l'objet d'une session très intéressante. Et effectivement, peut-être que petit à petit, on ira vers cela. Mais disons que ce sont deux pathologies différentes parce que sur le plan clinique, l'asthme, disons, se caractérise par une gêne respiratoire des sifflements. Et quand on fait la spirométrie, c'est-à-dire on mesure le souffle, on peut trouver une réduction du souffle, mais quand on met un bronchodilatateur, ça revient à la normale. Alors que la BPCO, c'est une maladie, en général, on disait avant qu'elle commence après 40 ans chez le fumeur ou chez certains exposés, bien qu'actuellement, on sait qu'elle peut commencer à un âge, disons, précoce de la vie, plus jeune. Mais ce qui caractérise la BPCO sur le plan de la spirométrie, c'est que quand on mesure le souffle, il est diminué, il y a une obstruction, et quand on met le bronchodilatateur, ça ne revient pas à la normale. C'est-à-dire que ça s'améliore pas. Donc c'est ce qui fait la différence. D'accord. On retrouve dans ces deux pathologies une inflammation chronique des voies aériennes, mais avec des mécanismes différents et des réponses thérapeutiques variables, vous le dites. Donc vous aviez parlé de ces différences. Il y a aussi la notion de phénotype qui est désormais centrale dans la prise en charge des maladies respiratoires, avec l'idée que tous les patients ne répondent pas de la même manière au traitement. Pourquoi est-il devenu indispensable d'identifier, on va dire, ces profils, et comment cela change-t-il la pratique médicale au quotidien? Eh bien, c'est comme si vous alliez au restaurant et que vous aviez un traitement à la carte. Parce qu'en fait, les maladies, de façon générale, en dehors de la pneumophthisiose, tous les malades ne se ressemblent pas. Il y a la maladie. C'est normal. Cas par il y a cas. la maladie, il y a les malades. Ensuite, les études ont permis, les études ont permis de dire voilà le différent phénotype, c'est-à-dire voilà comment peut se présenter la maladie. Par exemple, pour les BPCO, on a par exemple le phénotype exacerbateur fréquent, qui nous intéresse, parce que l'exacerbateur fréquent, c'est quelqu'un qui est beaucoup aux urgences, qui est difficile à stabiliser. Son nom l'indique. Voilà, son nom l'indique. Je vous parle de celui-ci par exemple. Donc, le fait d'identifier ces phénotypes permet d'administrer, disons, de prescrire une prise en charge, pas seulement un traitement médicamenteux, mais une prise en charge de façon globale, adaptée aux patients. Il n'y a pas de costume standard. Il y a des traitements qui doivent être adaptés aux patients. Santé magafrique. Dans les villages et les villes, ça résonne. Un micro ouvert sous le soleil qui tonne. Rendez-vous avec Samar Hamadi sur les ondes d'Ifriqiya FM. On parle aujourd'hui de médecine personnalisée, donc c'est ça, voire de médecine de précision, c'est ce que vous êtes en train de dire, notamment dans des pathologies comme l'asthme sévère. Est-ce que cette approche est réellement maintenant mise en œuvre, ou mise plutôt en œuvre en Algérie, ou reste-t-elle encore limitée, on va dire, par certaines contraintes? Disons que déjà la médecine de précision, par exemple, le meilleur modèle, c'est le cancer. Puisque les différents examens de biologie moléculaire permettent de caractériser le cancer d'un même organe, du poumon ou du sein,
selon un profil particulier, donc d'administrer le traitement qu'il faut. En matière d'asthme et de BPCO, il est important également que l'on puisse avoir ces caractéristiques. Cependant, ce que l'on attend toujours, c'est d'avoir des éléments ou des cadres qui puissent être appliqués en pratique quotidienne. Parce que s'il faut aller mesurer les petites molécules, etc., ça c'est embêtant. Déjà pour l'inflammation TH2, il faut mesurer, il y a le FNO qui peut permettre de mesurer. Ça commence petit à petit à rentrer chez nous. C'est pas encore, ça commence à rentrer parce que évidemment tous les asthmatiques ne sont pas sévères, heureusement pour nous. Il y a un petit groupe qui est TH2 qui est sévère, de même que pour les BPCO, qui est classé E. D'accord. Professeur, on parle aussi de l'inflammation TH2 et l'innovation, parce que vous venez de l'évoquer. Les recherches récentes mettent en lumière l'importance de justement l'inflammation de type 2, notamment dans l'asthme, mais aussi chez certains patients atteints de BPCO. On parle même d'une forme de transposition de cette inflammation. Pouvez-vous nous expliquer ce concept et en quoi il change notre compréhension de ces maladies? Je l'ai dit tout à l'heure, en fait, le concept, l'inflammation TH2 a été évoqué comme étant un continuum entre les deux pathologies. Ça, c'est clair. Maintenant, concernant l'asthme et la BPCO, chacune de ces deux affections, en fait, sur le plan de l'inflammation TH2, il y a un profil, disons, moléculaire qui se développe, qui existe. Il y a différentes cytokines. Donc, en fonction de ces différents aspects, il y a des médicaments qui peuvent être donnés. Et déjà, en Algérie, disons que pour les asthmes sévères, on peut faire certaines mesures pour identifier déjà certaines catégories d'asthme sévères qui sont inflammation TH2, ce qui caractérise également les maladies dermatologiques, en fait. D'accord. Oui, ça a un lien. Oui, un lien. Vous voyez, c'est pour ça qu'on a parlé d'une chaîne tout à l'heure. Oui, même dermatologique et même ORL. Oui. Quand même. Donc, tout le monde se relie sur cette Exactement. idée. Cette idée de chevauchement quand même entre asthme et BPCO amène à repenser les stratégies thérapeutiques. Est-ce que cela signifie que certains patients BPCO pourraient bénéficier de traitements traditionnellement réservés à l'asthme? Alors, pour nous, la notion de chevauchement entre asthme et BPCO, pour nous, c'est quand on a un patient et on n'arrive pas à dire c'est de l'asthme ou c'est de la BPCO. Ça, c'est une notion. Ensuite, pour les traitements, en fait, les patients ont l'impression que ce sont les mêmes médicaments, c'est-à-dire ce sont des pompes, des corticoïdes inhalés, des bronchodilatateurs de longue durée d'action et des bronchodilatateurs de courte durée d'action. Dans l'asthme, je parle de la prise en charge en dehors de l'urgence, que ce soit asthme ou BPCO. Dans l'asthme, le premier traitement à mettre, le traitement de fond, ce sont des corticoïdes inhalés auxquels nous associerons des bronchodilatateurs de longue durée d'action en fonction de l'évolution et en cas de besoin, en fonction du contrôle, etc. Dans la BPCO, la démarche est inverse. Elle est inverse. On commence d'abord par les bronchodilatateurs, et notamment les bronchodilatateurs de longue durée d'action, puis il y a une catégorie pour laquelle nous allons indiquer des corticoïdes inhalés avec des bronchodilatateurs de longue durée d'action. Maintenant, on sait les identifier. Ensuite, dans les deux groupes asthme et BPCO, dans l'asthme, nous avons les asthmes sévères qui ne répondent pas au traitement habituel, qui sont des vraies inflammations TH2, qui vont, eux, répondre aux biologiques, pour lesquels il faudra indiquer des biologiques. Et ensuite, vous avez, dans la BPCO également, si on met les corticoïdes inhalés avec des bronchodilatateurs dans le groupe des E, qui est le groupe des sévères, et qu'on a et à ce moment-là, si ça répond pas, on peut mettre également des biologiques. Professeur, est-ce qu'on peut parler d'une révolution dans le traitement des maladies respiratoires? Oui, bien sûr. Vous savez, il y a eu une évolution certaine parce que vous vous rendez compte que maintenant nous sommes à parler de rémission dans l'asthme. Nous parlons de rémission dans l'asthme. Nous parlons de dépistage précoce de la BPCO. Nous savons quand utiliser les différents examens. D'accord. Nous avons des médicaments inhalés avec des dispositifs qui permettent aux patients d'être à l'aise et qui sont adaptés aux patients. Nous avons également la possibilité d'avoir des médicaments dans un même flacon. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 2 flacons, il a le médicament dans le même tube. Vous comprenez? Donc ça, c'est important. Nous avons également les biologies qui sont en train d'arriver. Nous avons également, pour la pathologie interstitielle,
cette évolution qui a replacé justement la TDM, le scanner thoracique, au centre du diagnostic, mais également après, où il faut associer tous les différents éléments cliniques et biologiques. Mais est-ce qu'il y a, on va dire qu'on sera confronté à des défis liés à leur mise à disposition? Eh bien, oui, bien sûr, il y a toujours un problème de disponibilité, il y a un problème de coût. Après, il faut, vous savez, dans toutes ces pathologies et dans tous les pays, il faut savoir utiliser, il faut voir est-ce que c'est efficace. Ensuite, il faudra peut-être analyser l'efficience. Une fois qu'on aura, est-ce que c'est efficace? On le sait par les études, etc. Ensuite, une fois que ce sera mis sur le marché, que ce sera utilisé, qu'est-ce qu'on a apporté aux patients? Et ça, c'est pour tous les médicaments innovants. Et également, il faut utiliser avec discernement. C'est-à-dire que ce ne sont pas tous les patients auxquels on va donner des biologiques. Il faudra qu'on se calme. C'est-à-dire que c'est vrai, vraiment, c'est vrai. On reste... oui, il faut comprendre que le médecin décide, etc. Il discute avec le patient. Et il explique pourquoi c'est ce médicament et pas un autre. D'accord. On a aussi, professeur, en dépit des progrès, les exacerbations, c'est un mot dur pour moi, qui reste un problème majeur, souvent imprévisible et parfois grave. Pourquoi est-il encore si difficile aujourd'hui d'anticiper ces épisodes d'aggravation? Eh bien, les exacerbations sont aussi des moments durs pour les équipes de soins. Ce sont des moments durs. Comme je l'ai dit, le mot l'indique. Le mot est dur. Alors, les exacerbations, d'abord, ce qu'il faut savoir en asthme, en Algérie, en Algérie, il faut savoir que les premières recommandations sur l'asthme ont été élaborées par la Société algérienne de pneumophysiologie en 1992. Très bien, très bien. Ça veut dire que la démarche thérapeutique a nettement évolué depuis cette date. Et au niveau des urgences, au niveau des urgences déjà, nous n'avons plus les mêmes profils de patients. Avant, beaucoup de patients n'allaient qu'aux urgences. Ensuite, on a compris qu'il fallait prendre en charge au long cours. Il reste une catégorie d'asthmatiques qui continuent souvent à aller aux urgences. Soit ils ne prennent pas leur traitement, soit ils ne sont pas dans un parcours de soins, parce que le problème, c'est le parcours de soins, ou alors ce sont des véritables asthmes sévères qu'il faut traiter d'une autre manière. Pour la BPCO, c'est un problème différent, parce que la BPCO n'est pas suffisamment diagnostiquée. Donc nos patients, nous les retrouvons. Leur premier recours au système de soins, ce sont les urgences. Nous, on voudrait qu'il y ait un dépistage précoce pour qu'il y ait une anticipation, pour identifier les patients à risque et mettre ce qu'il faut et diminuer justement la charge sur les urgences. Parce que vous savez que pour que les urgences puissent fonctionner de façon efficace, il faut qu'il y ait en amont une prise en charge des maladies chroniques. Et il y a un aspect également qui est important, c'est que nos patients puissent avoir les traitements qu'il faut. Professeur, je saisis l'occasion parce qu'il y a des asthmatiques qui sont en train de nous écouter, surtout des personnes qui ont un début d'asthme. Est-ce que vous avez un mot à leur dire? Que faut-il faire, ces petits gestes au quotidien? Il n'y a pas de début d'asthme, il y a l'asthme. Il n'y a pas de début d'asthme, il y a l'asthme. C'est-à-dire... On entend souvent des gens dire j'ai un début d'asthme, je respire mal, je commence à utiliser l'inhalateur. Donc alors il faut corriger l'idée, même à moi. Il n'y a pas de début d'asthme, il y a l'asthme. Pourquoi nous disons vous avez de l'asthme? Est-ce qu'on est avec ou est-ce que ça se développe? On peut naître avec, mais ça peut se développer. Bien sûr, donc, ça peut être inné ou acquis. Donc quand on dit se développer, on sous-entend c'est-à-dire que non, c'est pas un début. C'est-à-dire qu'on peut naître avec une possibilité de devenir asthmatique sur le plan inné, mais on est vulnérable, mais on peut devenir asthmatique parce qu'on a été mis dans une exposition particulière, professionnelle, pollution, etc. Maintenant, l'asthme, c'est mieux de dire j'ai de l'asthme parce que après on va être catégorisé, on peut dire je suis léger, modéré ou sévère. D'accord. Mais il y a aussi une notion importante maintenant, c'est est-ce que je suis contrôlé ou pas contrôlé? Est-ce que mon asthme est contrôlé ou pas? Contrôler, ça veut dire il y a 4 éléments. Je ne me réveille pas la nuit, je n'utilise pas la pompe de secours, j'ai une activité normale et ma fonction est normale. Vous voyez? Donc déjà le contrôle. Après d'ailleurs l'éducation du patient justement, c'est d'apprendre au patient à être attentif à ces situations-là pour qu'il sente la perte de contrôle et qu'il y ait un réajustement thérapeutique. Parce que dans le traitement de l'asthme, je l'ai expliqué tout à l'heure, on commence par un niveau 1 et puis après on augmente. Mais il est vrai également, j'ai dit tout à l'heure, on parle de rémission,
on dit ce qu'on appelle, on peut augmenter, c'est le step up, c'est-à-dire j'augmente les médicaments, ou bien alors je peux faire le step down, c'est-à-dire je peux faire un retour en arrière. C'est un suivi tout simplement. Si je suis contrôlée avec le patient, on décide, je suis bien, etc. On réduit les doses, on diminue, mais après voilà, donc on arrive, disons, à une situation où la pathologie est contrôlée. Vous, professeur, dans votre quotidien, ce que vous rencontrez, quels sont les cas les plus fréquents que vous rencontrez? Heureusement, des patients que nous avons pu contrôler. Après, il reste la catégorie d'asthme sévère. Évidemment, j'espère qu'ils bénéficieront des nouveaux traitements, etc. On l'espère. Vous avez aussi évoqué une application, vous avez aussi parlé de technologie, notamment dans le domaine du numérique et de l'intelligence artificielle. C'est l'air du temps. C'est l'air du temps. Peut-on espérer dans un futur proche des outils capables de mieux prédire ces exacerbations? Oui, effectivement. Oui, nous espérons tous et nous y travaillons tous. Ensuite, tout ce qui est du domaine des nouveaux outils, il faut les utiliser aussi avec prudence, parce qu'on pourrait imaginer un système, même l'application qui a été faite, en fait, elle a été faite pour aider les médecins, mais elle ne remplace pas le jugement du médecin. Ensuite, dans tous les domaines, en fait, il y a toujours un contrôle du médecin qui se fait. Il est vrai que l'IA, dans certaines situations, fait mieux que nous, dans certaines interprétations, dans d'autres, etc. Mais le médecin reste là. Je suis parmi ceux qui défendent que le médecin reste. Mais l'IA a une grande place. Vous l'aviez dit, chaque cas est à part. Chaque cas est un cas. Ensuite, le recours à la télémédecine aussi doit être envisagé, et notamment dans nos pays africains où nous avons de grandes étendues. On a professeur Zouber Sali qui était notre invité. C'est son idée surtout. Il parle beaucoup, il défend beaucoup l'idée de télémédecine que je salue d'ailleurs, parce que je sais qu'il nous regarde. C'est un fidèle émission. Je le salue également. Ah oui, c'est très très bien. Alors, professeur, on termine avec une approche holistique et le terrain dans notre 5e axe. Le congrès a mis l'accent sur les dimensions ou sur des dimensions souvent négligées comme la prévention, l'éducation thérapeutique et la réhabilitation respiratoire. Est-ce que ces approches sont aujourd'hui suffisamment intégrées dans les systèmes de santé? Alors, l'éducation thérapeutique est intégrée. Disons que depuis le temps... Je vous ai dit, nous avons appris avec la tuberculose, ensuite on a continué. La réhabilitation respiratoire est un peu plus particulière à aborder parce qu'elle associe à la fois de l'éducation thérapeutique, de la nutrition, de la prise en charge psychosociale, du réentraînement à l'effort. Tous ces aspects-là doivent être pris en... La réhabilitation, c'est pas seulement de faire des mouvements, c'est à la fois l'éducation thérapeutique, la nutrition, la prise en charge psychosociale. C'est vrai, beaucoup de gens confondent et le réentraînement. Alors nous travaillons justement depuis 3 ans. Depuis le congrès de 2024, nous avons mis en place le premier atelier sur la réhabilitation respiratoire où nous avons commencé à travailler. Et là, nous sommes, j'espère, nous arrivons à un aboutissement, disons, d'un travail qui va nous permettre justement, parce que de mettre à profit cette expérience. Parce que la manière de voir la réhabilitation, elle est différente. Elle est différente. Et je dois dire également que je dois signaler que la Société algérienne de pneumophthysiologie a publié en décembre 2025 les recommandations nationales sur la prise en charge de la BPCO, où la réhabilitation a été abordée et où nous avons mis un chapitre sur l'intelligence artificielle, les nouveaux outils. Avant les recommandations internationales qui, eux, ont mis ces outils-là en 2026. C'est important. Ça nous a fait un petit chaud au cœur. Un petit scoop, on va dire. En Afrique, professeur, les systèmes de santé doivent faire face à une double charge entre maladies infectieuses comme la tuberculose et maladies chroniques comme la BPCO. Comment concilier ces priorités dans des contextes parfois limités en ressources? Eh bien, tout d'abord, il y a quelque chose qu'il faut, qui est de toute façon mis en place, c'est l'intégration aux soins de santé primaires. C'est très important. Par exemple, pour la santé respiratoire, la santé respiratoire doit être abordée dans le cadre des soins de santé primaires. Et je crois que l'Algérie a beaucoup travaillé sur ça, sur l'approche santé respiratoire. Ce sont nos maîtres, en particulier le professeur Chollet, paix à son âme, qui a beaucoup travaillé sur ça. Donc, ça a servi de modèle et c'est un système également qui est préconisé par l'OMS et qui est utilisé par nous tous qui sommes en Afrique. Très bien. Le continent africain présente des réalités
spécifiques, notamment en termes d'accès aux soins, de diagnostic, de traitement. Peut-on parler d'une pneumologie ou pneumophthysiologie africaine avec ses propres défis et particularités? Oui, ses propres défis, et elle a son droit de citer à l'échelle internationale. Si, il y a beaucoup de pays africains qui sont très en avance. Si on prend par exemple l'Afrique du Sud, qui sont vraiment... Il y a beaucoup d'autres pays africains. Hein. Donc, la pneumophysiologie africaine a sa place à l'échelle universelle. D'ailleurs, elle est reconnue parce que les pratiques sont différentes et nous avons une population qui a besoin d'être prise en charge et selon les normes selon les normes universelles. Donc, elle a sa place parce que elle a la particularité également d'être proche du patient et parfois d'avoir peu de ressources et donc le génie de s'adapter et de répondre à des besoins parfois complexes. C'est vrai. Et vous avez participé à ce congrès qui a permis aussi de créer des ponts entre des pays. Vous avez évoqué Nouakchott, vous avez évoqué donc la Mauritanie. Est-ce qu'on s'attend à d'autres congrès où il va y avoir plus d'échanges, des collaborations avec d'autres nations africaines lors de d'autres idées? C'est ce que nous espérons justement. C'est ce que nous espérons, c'est d'échanger avec nos collègues et de travailler dans un cadre africain pour répondre à des solutions africaines. Très bien, très bien. L'Algérie, professeur, dispose d'une expertise reconnue dans plusieurs domaines médicaux. Maintenant, quel rôle peut-elle jouer dans le développement de la pneumologie à l'échelle du continent africain? Elle peut jouer un rôle comme elle a toujours joué, la pneumophysiologie algérienne, parce que d'abord, il faut savoir que beaucoup de pneumophysiologues ont été également formés en Algérie. Donc beaucoup de pneumophysiologues ont été formés en Algérie et c'est notre fierté de rencontrer nos collègues et des collègues même qui sont arrivés dans des instances très hautes à l'OMS, etc. Ensuite, la pneumophysiologie algérienne, nous sommes à l'écoute de nos collègues africains dans un système, dans une relation d'échange. Dans une relation d'échange. Nous avons beaucoup à apprendre les uns des autres. Beaucoup à apprendre. Et nous sommes contents de voir justement qu'il y ait des étudiants africains qui viennent faire leurs études de médecine en Algérie et qui viennent faire leur spécialité de pneumophysiologie en Algérie. Et ce congrès a été fait en mémoire de professeur Makhloufi. Un mot sur professeur Makhloufi. Oui. Paix à son âme, qui vient de nous quitter ou bien qui nous a quitté quand? En décembre. Il nous a quitté en décembre 2025. Le professeur Mohamed Taïb Makhloufi était un pneumophysiologue très engagé. Et ce congrès lui a été particulièrement dédié et le professeur Makhloufi était particulièrement engagé dans la prise en charge des pathologies. Et lui a eu un sujet de thèse très particulier. Il a travaillé sur le ganglion tuberculeux. Très bien. Il avait donc plusieurs contributions. Il avait une vision très santé publique. Il était très à l'écoute des étudiants, très à l'écoute des jeunes, etc. Et nous tenions à lui rendre hommage et que ce congrès lui soit dédié parce que c'est une perte qui nous a tous touchés. Merci professeur, merci à ces professeurs et médecins qui ont toujours contribué pour que l'Algérie et pour que l'Afrique soit disposée de tout, ou presque de tout, aujourd'hui. Merci beaucoup professeur Tariq Mahi Samia, président de la Société algérienne de pneumophysiologie, d'avoir été avec nous aujourd'hui et d'avoir partagé avec nous ces éclairages précieux autour du 28e congrès national de la SAP et des enjeux actuels de la santé respiratoire en Algérie et en Afrique. Chers auditeurs, vous l'aurez compris, face à des maladies respiratoires de plus en plus complexes, la médecine évolue vers une approche plus globale, plus humaine et surtout plus adaptée à chaque patient. C'était Santé Mag Afrique, votre émission dédiée à la santé sur Ifriqiya FM. Je suis Samar Hamadi et je vous donne rendez-vous mercredi prochain, même heure, même station.